Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous retrouve comme tous les samedis pour une nouvelle édition de Questions égyptiennes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir au studio Monsieur Saïd Zulfikar, analyste politique. Bonsoir, Monsieur Zulfikar. Et nous allons aborder l'affaire Charlie Hebdo, mais sous un angle migratoire plutôt. Mais auparavant, et comme d'habitude nous le faisons, je vous propose un compte-rendu des dernières 24 heures en Égypte, signé Cherif Boussela. La Haute Commission électorale a annoncé la tenue des législatives entre le 21 mars et le 7 mai. Selon le président de la Commission électorale suprême, Ayman Abbas, les législatives se dérouleront en deux étapes. La première pour élire les députés de 14 provinces, la seconde pour les 13 restantes, avec 2 tours pour chacune des étapes. Selon la HCE, 567 députés au Parlement seront élus en plusieurs étapes à un scrutin uninominal et de liste au suffrage universel et par province. Le coup d'envoi du scrutin sera donné les 21 et 22 mars par les Égyptiens résidant à l'étranger pour la première étape, suivi du vote en Égypte pour ces 14 provinces les 22 et 23. Puis viendront les seconds tours de cette première étape le 31 mars et 1er avril. Les 13 autres provinces éliront leurs députés dans la seconde étape les 25, 26, 27 avril pour le premier tour, les 5, 6 et 7 mai pour le second. La tenue de ces législatives en Égypte est la dernière étape de la feuille de route qui visait une transition démocratique du pouvoir qui a commencé par l'adoption de la Constitution par référendum en janvier 2014, suivi en avril par les élections présidentielles. L'organisation terroriste des Frères musulmans décrétée organisation terroriste est interdit de participer à ces législatives depuis la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi, issu de la confrérie terroriste. Une vague d'attentats sans précédent a tué des centaines de policiers, soldats et civils. Des attaques revendiquées par des groupes terroristes liés aux frères musulmans. Mesdames, Messieurs, beaucoup s'étonnent en Égypte de voir la France brader sa nationalité à des Merhab, Mohamed Merhab, le célèbre auteur des attentats de Toulouse et Montauban, et autres frères Kouachi, alors que des Égyptiens dont la culture est occidentale, qui ont fait des études dans des écoles françaises, pour eux, c'est la croix et la bannière pour obtenir un simple visa de tourisme en France. Très probablement, on constate que ces gens-là ne sont pas du genre à aller en France pour écurer les casseroles ou faire les pizzaiolos dans des restaurants. Ceux-ci ont beaucoup de difficultés. Par contre, pour les merhab et pour tous ces gens-là, c'est beaucoup plus facile. Alors, on va vous donner un des points de vue égyptiens à ce propos, et avec, comme je vous le disais tout à l'heure, Monsieur Saïd Zulfikar, qui, soit dit en passant, a passé quand même une bonne soixantaine d'années en France et qui n'est toujours pas français. Bon, ne croyez-vous pas, Monsieur Zulfikar, que l'échec de la politique migratoire de la France est la principale cause de ce problème, les Occidentaux étant incapables de faire la différence entre un étranger occidentalisé intégrable au sein de la société française et une main-d'œuvre peu qualifiée ou non qualifiée, non occidentalisée et acculturée, et surtout aussi très prolifique au niveau de la natalité. Oui, bien sûr. Vous savez, le problème, c'est un problème qui date de la période coloniale. Donc, ce sont des gens qui sont venus travailler à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, principalement, qui étaient des ouvriers algériens, tunisiens, marocains ou africains, qui venaient seuls. Et donc, c'était la période où tout se construisait en France. On avait besoin de main-d'œuvre, on n'en avait pas manuelle, enfin suffisamment nombreuse. Et donc, on les a encouragés à venir s'établir et travailler en France. Dans les années 60, une fois que la guerre d'Algérie était terminée, ces gens commençaient à faire venir leur famille. Alors qu'au début, ils étaient venus seuls.
Et ils avaient la nationalité française jusqu'en 62, c'était des Français. Et puis il y a les harkis aussi qui sont Et français. ceux-là, il y a eu à peu près plus de 100 000 qui sont venus aussi également, avec leur famille. Donc les problèmes ont commencé quand les familles sont venues rejoindre les conjoints, qui étaient des hommes célibataires principalement. Il n'y avait pas de logement, ils habitaient des bidonvilles, tout ça. La guerre d'Algérie était terminée, donc il n'y avait plus de problèmes politiques. Il y avait toujours du travail, puisque ces années 60-70, c'était parmi les 30 glorieuses, où tout se construisait, on avait besoin de main-d'œuvre. Les parents sont venus, les grands-parents, les enfants, tout le monde, et puis il y avait des familles entières. Mais je pense que cette première génération ne cause pas de problème. Non. Ils se sont intégrés finalement. Ils se sont intégrés. Le problème, c'est que ces gens-là étaient des gens très bas profil. C'est des gens qui travaillaient et qui étaient la plupart illettrés. Les problèmes ont commencé à surgir avec les deuxième et troisième générations de ceux qui sont nés en France. Mais aussi avec tous ceux qui sont venus après 1974, date à laquelle la France avait déclaré avoir fermé ses frontières. Oui, mais vous savez, il y avait toujours le droit que la famille puisse rejoindre. Parce qu'il y a jusqu'à présent, chaque année, on le constate, il y a des bateaux chargés d'étrangers qui débarquent en Italie et ailleurs. Oui, mais ceux-là viennent, ça c'est avec le Schengen, ça c'est autre chose. C'est un phénomène beaucoup plus récent. Oui, mais ceux-ci aussi font, c'est-à-dire jusqu'en 1975, on peut dire que les populations d'origine africaine en France ne constituaient que 2 millions à peu près. Moins que ça. Bon, 2 millions, c'est gérable. Oui, oui. Mais quand on a plusieurs millions, voilà, ils sont à peu près 5 très prolifiques, et puis, eh bien, s'ils ne sont pas intégrables, ça cause des problèmes. Bon, il y a deux problèmes. Le problème principal, c'est que les parents étaient des gens, la plupart illettrés, qui travaillaient dur et qui ont eu des enfants en France qui ont été à l'école républicaine. Des enfants étaient... Comme Rachida Dati, par exemple. Oui, mais elle est intégrée, elle. C'est-à-dire que c'est la première génération qui n'a pas été influencée par un extrémisme venu du Proche-Orient. Mais c'est une petite minorité. La majorité de ces pauvres gens habitaient dans des quartiers, des banlieues, ce qu'on appelle des banlieues, qui étaient des quartiers quand même défavorisés. Et les écoles étaient également des écoles défavorisées. Ce qui fait que les enfants, quand ils rentraient chez eux le soir, les parents ne pouvaient pas les aider à faire les devoirs. Les parents parlaient mal le français et souvent étaient illettrés. Résultat, les enfants qui ont eu des petits diplômes, des brevets, très souvent ils n'ont pas eu la licence ni rien, mais refusaient la caution parentale, si vous voulez, l'autorité parentale. Ces gosses vivaient dans les banlieues sans autorité parentale, puisque eux considéraient qu'ils parlaient mieux français que leurs parents, ils savaient lire et écrire plus ou moins. Et l'autorité parentale s'est effritée. Il n'avait plus aucun contrôle de ces gosses. Il y avait des bandes qui se constituaient et malheureusement, avec le chômage qui s'est instauré dans les années qui ont suivi, vous avez maintenant parfois 2 générations de jeunes, et pas tellement jeunes, qui n'ont jamais travaillé, mais qui ont à peine une éducation très sommaire. Comme vous voyez les terroristes qu'on voit en ce moment, qui vont se joindre au mouvement Daesh et tout cela, sont des types très frustes. Ils viennent des banlieues, ils ont à peine ils savent lire et écrire, ils n'ont le plus souvent pas de diplôme, ils sont des rejets à la fois de l'école et ils ont été en prison souvent pour des petits larcins, des vols, des attaques à main armée, ce qui fait que vous avez une marginalisation, une aliénation culturelle premièrement, parce qu'ils sont ni intégrés à la société française, ni à leurs parents qui ont une culture traditionnelle, mais qui sont très bas profil bas, les parents qui sont maintenant vieux. Alors vous avez une jeunesse désœuvrée, très rancunière, parce qu'on ne leur donne pas de travail, forcément, ils n'ont pas suffisamment de diplôme, ils peuvent faire que les besognes les plus basses, et il y a d'autres qui viennent d'Afrique et qui font ce travail mieux qu'eux, si vous voulez, et sans causer de problème. Vous avez donc une masse de jeunes désœuvrés qui sont marginalisés, culturellement aliénés, et qui sont pris en charge alors, par les prédicateurs qui arrivent, des prédicateurs autoproclamés, mais qui sont la plupart formés dans l'école wahhabite séoudienne. Et qui depuis une vingtaine d'années, 20-25 ans, vous avez des prédicateurs qui ont tous été formés soit en Arabie saoudite, soit dans les Émirats, et qui arrivent avec un salafisme wahhabite qui est en train de pervertir cette jeunesse désœuvrée et, si vous voulez, marginalisée. Et déformer l'islam.
complètement. C'est une perversion de l'islam, mais avec des êtres frustes qui n'ont presque pas d'éducation, ou très peu d'éducation. Je parle de la majorité, il y en a qui ont réussi, bien sûr, mais la majorité est malheureusement laissée pour compte. Ceux qui ont réussi, d'ailleurs, peut-être qu'ils ont choisi ça par opportunisme, parce qu'ils savent que dans ce contexte, ils peuvent dominer les autres. C'est possible, mais vous savez, souvent ça se fait dans les prisons. La plupart de ces jeunes vont trouver un jour ou l'autre une place en prison, pour des vols, pour des ventes de stupéfiants, etc. Ça peut être des larcins pas très importants, mais une fois qu'ils sont en prison, vous avez les aumôniers qui sont pour la plupart du temps maintenant des aumôniers musulmans qui sont des salafistes. Parce que les modérés, malheureusement, il n'y en a presque pas. Et ceux qui arrivent, qui ont l'enthousiasme de prêcher, ce sont des gens qui ont été formés en Arabie Saoudite, au Qatar et dans les Émirats. Il y a bien en France une loi qui interdit la haine raciale, les propos incitant à la violence, etc. Il n'y a pas un moyen de contrôler ces prédicateurs? Vous savez, ou c'est seulement la haine raciale quand ça vient d'un côté, pas de l'autre? Oui, mais regardez, ce sont des prédicateurs qui viennent souvent d'Arabie Saoudite ou du Golfe, des pays qui investissent énormément en France, et qui achètent des armes françaises et donc qui en contrepartie demandent, comme le Qatar l'a fait d'ailleurs, de pouvoir prosélytiser dans les banlieues. Donc c'est un quid pro quo. Ils achètent en France, ils investissent en France et l'État français ferme les yeux sur l'importation de prédicateurs formés chez eux et qui malheureusement c'est une perversion de l'islam qui sont Bien, et la population française ne réagit pas à cela. Maintenant, avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, j'espère qu'ils vont finalement se réveiller, mais c'est un peu tard parce que vous avez des générations entières maintenant, 2 générations, dont le lavage de cerveau